Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont déjà présents sur ce live et que je suis très content de rencontrer pour précisément les aider à obtenir le CRPE, le concours de recrutement de professeurs des écoles, la voie dans laquelle ils s'engagent. Donc j'aimerais, si c'est possible, vous demander déjà si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien avant d'avancer. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns sur le live. Donc est-ce que vous pouvez juste m'écrire un petit OK dans le chat, que je sache que tout fonctionne très bien et que je ne parle pas dans le vide, si c'est possible. J'attends quelques instants pour voir si tout techniquement se passe bien. Ah, j'attends. Pour l'instant, pas de réponse. Ça va venir. Il y a toujours un petit décalage entre le moment où je parle, le chat et ce que je récupère. Ah, bah, a priori, tout le monde est là. Très bien. Alors, ce soir, ce live a un titre un petit peu particulier puisqu'il s'appelle « Dans la tête d'un correcteur ». Mais en fait, ce titre, il est très éloquent. Pour réussir un concours, il faut donner au correcteur ce qu'il attend. Et donc, pour ça, il faut effectivement être dans sa tête, en sachant que pour le concours de recrutement de professeurs des écoles, les correcteurs ont quand même des éléments assez définis dans la tête. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils doivent évaluer chez vous, ils savent ce qu'ils veulent voir chez vous. Alors, en priorité, ce qu'ils veulent voir chez vous, c'est votre capacité à devenir professeur des écoles. Déjà, je vous rassure, tout le monde sait que vous n'êtes pas professeur des écoles, et donc ce que l'on veut voir, c'est si on a en face de nous un candidat potentiellement capable de devenir professeur des écoles. Alors bien entendu, pour cela, il faut se préparer parce qu'il y a une posture particulière, il y a une attitude particulière, des réflexions particulières, cette fameuse démarche pédagogique et didactique à laquelle il faut se préparer. Et c'est pour ça que Objectif CRPE vous propose une préparation absolument bien conçue dans la mesure où elle est très concrète et très proche de la réalité de ce concours qui est illustré par le titre de ce live. Alors dans un premier temps, je vais quand même vous présenter la préparation pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la préparation et qui éventuellement envisageraient de le faire. Donc cette année, on accueille avec un grand plaisir la promotion des Lilas qui succède à la promotion des Magnolias. Et voilà ce que l'on vous propose pour vous préparer au mieux. 100% à distance, ce qui est quand même pratique, proche de chez vous. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours un interlocuteur. Vous n'êtes jamais laissé seul et dans tous les cas de figure, on vous aide. On est là pour vous accompagner, ça s'appelle une préparation. Et donc effectivement, nos valeurs, vous les voyez, excellence, solidarité, innovation. Innovation, pourquoi? Parce que bien entendu, tous les ans, on essaie de se remettre en question et de s'adapter au mieux à ce qu'on peut vous proposer pour que les résultats de la prépa soient de mieux en mieux tous les ans. Alors, vous aurez pour vous aider donc des cours en live, un petit peu comme celui-ci, mais qui n'est pas un cours puisque celui-ci, c'est une présentation. Donc un cours avec des contenus théoriques, des contenus notionnels, des petits exercices, parfois en live, ce qui rend les lives vraiment vivants. C'est moins qu'on puisse dire pour un live. Vous aurez également 9 concours blancs avec vidéo correction individuelle. Et ça, c'est extrêmement riche parce que vous avez la copie qui non seulement est annotée, mais qui également est corrigée. Parce que comme chacun le sait, quand on se lance dans l'enseignement, comment est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend à partir de nos erreurs. L'erreur, un tremplin d'apprentissage, comme le dirait Jean-Pierre Astolfi, dont vous allez entendre parler lorsque vous aurez le concours. Donc ça, c'est extrêmement riche pour vous en termes de préparation, parce que vous allez faire des erreurs, ce qui est tout à fait normal, et vous allez rebondir sur vos erreurs pour devenir encore plus performant. 4 euros blancs, exactement le même principe. Là, vous êtes vraiment en situation, très important, parce que bon, un oral, ça se prépare. Se mettre dans la tête du jury, là, ce soir, pour l'épreuve d'application écrite, c'est-à-dire lui fournir un contenu qu'il attend, à l'oral, il y a non seulement le contenu de votre propos, mais également la posture que vous allez adopter. L'entraide entre pairs qui marche très très bien, les Magnolias en ont énormément profité et les promotions antérieures également, c'est-à-dire que vous êtes toujours en communication entre vous avec des groupes Facebook qui sont dédiés sur lesquels on peut répondre à vos questions. Et d'ailleurs ce soir, je remercie déjà Brigitte, ma binôme, qui va répondre à vos questions, qui modère ce live ce soir et qui pourra répondre à toutes les questions que vous avez à vous poser. Et puis, un accompagnement évidemment hebdomadaire par l'équipe de la prépa qui fait un live, des rendez-vous téléphoniques, des échanges, enfin bref, tout ça, vous pouvez lire ce qui est écrit à l'écran et le voir. Donc réellement, vous n'êtes absolument pas seul, bien que vous soyez à distance. Et ça me paraît essentiel parce qu'on est toujours plus puissant et meilleur quand on est à plusieurs que lorsque l'on est seul. Sauf si vous avez déjà une grande habitude des concours et que vous êtes parfaitement à l'aise. Mais en tous les cas, c'est quand même riche et l'enseignement étant un métier dans lequel on est amené à travailler en équipe, c'est une très bonne préparation. Donc voilà, rejoignez la promo
des lilas. Remise à niveau en mathématiques, cours en live les soirs et les week-ends, parce que les mathématiques, on sait bien que c'est l'épreuve qui souvent impressionne et effectivement défavorise certains candidats. Donc ça, c'est très important. Approfondissement dans toutes les matières. Donc vous voyez, il y a ce qu'il faut. Voilà évidemment le tarif que je vous laisse découvrir. Et vous avez bien entendu, pour avoir de plus amples informations, la possibilité, comme je vous l'ai dit, de téléphoner à la prépa à partir de lundi, où de nombreuses personnes sont très contentes de vous renseigner sur toutes les questions que vous auriez à leur poser. Voilà. Donc vous voyez qu'on est assez enthousiaste et qu'on vous engage effectivement à penser à une préparation. Les candidats d'objectifs CRPE sont repérés au concours maintenant par leur excellente préparation et par effectivement la posture adéquate qu'ils adoptent le jour du concours. Donc le contact et les inscriptions, voilà, vous avez tout, vous pourrez y revenir puisque le support de cours est imprimable et que vous y aurez accès. Mais maintenant, on va arriver dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce qui vous préoccupe ce soir, l'épreuve d'application. Donc cette troisième épreuve d'admissibilité, qui effectivement est une épreuve obligatoire, vous voyez, c'est écrit, vous pouvez le lire, le fait de ne pas participer à une épreuve, eh bien, entraîne l'élimination du candidat. Donc vous n'avez pas le choix. On parle d'option pour cette épreuve, c'est dans le choix des domaines d'apprentissage, mais elle n'est pas optionnelle. Cette épreuve, elle est obligatoire, elle est très importante, elle a le même coefficient que l'épreuve de français et de mathématiques d'admissibilité. Elle est notée sur 20 et comme l'épreuve de français et de mathématiques, une note inférieure à 5 ou égale à 5 est éliminatoire. Donc vous voyez, il faut vraiment s'y préparer, elle est très importante. Voilà ce que le jury veut repérer chez vous. Mais bon, ce n'est pas suffisant pour être dans la tête du jury. Apprécier la capacité du candidat à proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette épreuve, elle est déjà professionnalisante. Parce que proposer une démarche d'apprentissage, ça relève de l'expertise du professeur des écoles. C'est tout le cœur de sa mission, de savoir comment il va pouvoir proposer à ses élèves une façon, plutôt qu'une démarche, vous voyez, ou un chemin, pour que l'élève puisse entrer dans l'apprentissage de façon efficace. Donc bien entendu, il faut effectivement que ce chemin, que cette méthode, que cette démarche soit progressive, parce qu'on n'apprend pas dans n'importe quel ordre, et qu'elle soit cohérente, donc qu'elle réponde effectivement à une logique d'apprentissage. Et tout ça, eh bien évidemment, ça se travaille, ça se réfléchit et ça s'apprend. Et c'est le rôle des professeurs chez Objectifs CRPE de vous engager dans cette réflexion. Alors, pourquoi cette épreuve ? Pourquoi finalement a-t-on ajouté à ce nouveau concours 2022 auquel vous allez vous présenter vous cette année et qui du coup n'est plus nouveau, puisqu'on a déjà, comment dire, expérimenté. Cette épreuve a déjà eu lieu, on l'a déjà corrigée, je l'ai déjà corrigée. Donc j'ai participé aux corrections effectivement pour cette épreuve, donc on a quand même davantage de recul, même s'il n'est pas encore extrêmement profond, mais on en a quand même davantage qu'en 2022. Vous savez que l'enseignant du premier degré est polyvalent. Polyvalent, avec l'étymologie grecque, poly qui veut dire beaucoup, dit que le professeur du premier degré enseigne toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'on lui demande, il doit être capable d'enseigner le PS, la musique, les arts, l'histoire, la géographie, les sciences et technologies, le français, les mathématiques et que sais-je. Alors évidemment, on ne demande pas un degré d'expertise comme dans le second degré. Pourquoi ? Parce que les élèves n'ont pas un niveau de développement qui demande à ce qu'on leur apporte des précisions extrêmement pointues dans chacun des domaines et les programmes sont extrêmement bien faits, sont faits en conséquence pour pouvoir permettre aux élèves d'aborder tous ces domaines avec un seul professeur qui sera préparé et qui saura apporter une démarche qui corresponde à chacune de ces disciplines. Voilà pourquoi l'enseignant du premier degré est polyvalent, ce qui permet à l'élève, où on estime certainement que pour l'instant, il est un peu jeune encore pour être confronté justement à beaucoup de professeurs, à beaucoup de démarches différentes et c'est peut-être plus rassurant pour lui d'en avoir qu'un. De toute façon, dans le premier degré, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, tout va bien pour vous? Alors, l'objectif de cette troisième épreuve. L'objectif donc de cette troisième épreuve, c'est d'apprécier la capacité du candidat à proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente, comme je vous l'ai dit. Il faut savoir que vous avez le choix entre 3 domaines. Vous avez le choix entre sciences et technologies, histoire, géographie, enseignement moral
et civique et art. Que vous avez la possibilité de choisir au dernier moment. Vous avez même la possibilité de choisir le jour même. Alors attendez, il faut que je me change et que je me mette en médaillon. Hop, voilà. Alors voilà le cadrage officiel de cette épreuve. On vous dit que l'épreuve peut comporter des questions visant à la vérification des connaissances disciplinaires du candidat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant l'épreuve, on ne va pas vous poser que des questions qui relèvent de votre capacité à engager une réflexion pédagogique et didactique. On va également vérifier si vous possédez les notions que vous devez enseigner. Donc là, c'est un petit peu ce que vous retrouvez en mathématiques et en français, où vous n'avez qu'une épreuve disciplinaire, où on voit si effectivement vous maîtrisez les notions que vous devez enseigner. Vous retrouverez ces deux disciplines à l'oral, où là, on évaluera vos qualités en termes de réflexion didactique et pédagogique. Pour cette épreuve d'application, vous pouvez avoir les deux dans le même sujet. C'est-à-dire qu'on peut vous poser des questions qui visent à savoir si vous avez des connaissances en histoire, des connaissances en géographie, des connaissances en sciences, si vous êtes capable de définir les concepts en enseignement moral et civique, si vous avez des connaissances culturelles en art, etc. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Donc, vous voyez, alors, il y a quand même des limites. Les connaissances attendues des candidats sont celles que nécessite un enseignement maîtrisé de ces programmes, c'est-à-dire qu'en fait, cela concerne les enseignements qui sont dispensés au cycle 1, au cycle 2, au cycle 3 et au cycle 4. Le cycle 4 comprenant les classes de 5e, 4e et 3e. Donc finalement, ce que l'on exige de vous, c'est que vous maîtrisiez les connaissances et les compétences qui sont définies par le socle commun de connaissances, compétences et culture. Donc pas de panique, ça correspond à une fin d'année de 3e. On ne vous demande pas d'être expert jusque comme en terminale. Voilà. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Est-ce que ça vous rassure déjà un petit peu? Vous pouvez vous engager dans cette acte. Voyez. Et puis bon, il y a évidemment les remises à niveau que l'on vous propose, bien entendu. Et vous voyez, c'est écrit, les épreuves écrites prennent appui sur un programme publié sur le site internet du ministère chargé de l'Éducation nationale. Vous allez sur le site du bulletin officiel de l'Éducation nationale et vous avez les programmes en vigueur. Vous pouvez aussi les trouver sur Eduscol pour ceux qui connaissent et donc voir quelles sont les notions, quelles sont les connaissances que l'on peut attendre de vous. Et puis ensuite, bien évidemment, on va évaluer votre capacité à proposer une démarche d'apprentissage. Comment va-t-on évaluer cette capacité? Eh bien, on va vous demander soit de concevoir une séquence ou une séance, ou d'analyser, ce qui est l'inverse, une séance ou une séquence. L'un n'allant pas sans l'autre, comme vous êtes entraîné toute l'année à concevoir et analyser des séances, finalement, vous saurez exactement ce que l'on attend de vous à l'issue de la formation pour cet exercice-là. Très souvent, les étudiants souhaiteraient pouvoir être formés sur tous les thèmes qui sont au programme. Alors, bien entendu, ça c'est impossible. Il faudrait beaucoup plus qu'une année de préparation et finalement, ça ne serait pas très productif. Il faut bien comprendre que là, vous êtes vraiment formé à enclencher une réflexion didactique dans le cadre de la polyvalence du professeur des écoles et que par conséquent, cette réflexion pourra être adaptée à chacune des situations que l'on va vous proposer le jour du concours. Vous en connaîtrez les incontournables, c'est-à-dire ce qu'on doit absolument faire lorsque l'on prépare une séance ou une séquence que l'on veut l'analyser à l'inverse. Voilà. Alors, quels sont les cycles concernés? Je retourne, si je retrouve, il est où celui-là? PPT 1/3, je ne le vois plus. Il a disparu parce que là, je ne suis plus très bien. Voilà, le voilà. Quels sont les cycles concernés? Eh bien, les cycles concernés pour le concours, ce sont les cycles 1, 2 et 3. Le cycle 1 étant celui des apprentissages premiers qui concerne la maternelle avec la petite section, moyenne section, grande section, voire parfois la toute petite section. Ensuite, le cycle 2 qui comprend le cours préparatoire, le CE1, cours élémentaire 1, cours élémentaire première année, cours élémentaire deuxième année, puis le cycle 3 qui est le cycle de consolidation et qui concerne le cours moyen 1, le cours moyen 2 et la classe de 6e. Vous ne serez pas interrogé ni sur la classe de 6e, ni sur les classes de 5e, 4e et 3e qui concernent le cycle 4.
Simplement, il est indispensable que vous sachiez que le cycle 3 est à cheval sur le premier et le second degré. Et peut-être que vous aurez l'occasion, au cours d'une de vos épreuves, de montrer que vous connaissez ce fait, que vous êtes en capacité d'apporter des arguments pour expliquer pourquoi finalement l'école est organisée de la sorte, et peut-être même que dans l'élaboration de la séance ou de la séquence que vous allez proposer, vous pourrez vous projeter pour la classe de 6e s'il s'agit d'une préparation en classe de CM2. Mais vous ne serez pas interrogé ni pour le collège. Le concours concerne le premier degré et les sujets ne porteront que sur le premier degré. Voilà. Est-ce que tout le monde est rassuré à ce niveau-là? Alors, je regarde un petit peu le chat pour voir où on en est. Voilà, parce que je regarde dans quel sens c'est plus récent. Voilà, c'est dans ce sens-là. Très bien. Alors, on avance. Ah, il faut que je retourne en médaillon. Voilà. Alors, il se trouve qu'à l'école primaire, à l'école élémentaire et à l'école primaire, je peux le dire, j'en profite pour vous apporter un mot de vocabulaire important, l'école primaire comprend l'école maternelle et l'école élémentaire. Donc là, pour l'école primaire, c'est ce dont je veux parler. Pour cette épreuve d'application qui comporte 3 domaines pour lesquels vous allez choisir, il y a donc au cycle 1, explorer le monde. Explorer le monde comprend 2 sous-domaines. Se repérer dans le temps et l'espace, explorer le monde du vivant, des objets et de la matière. Mais vous voyez bien qu'en cycle 1, on ne parle pas d'histoire et de géographie, encore moins de sciences et technologies. Au cycle 2, on arrive à la classe de cours préparatoire, cours élémentaire 1, cours élémentaire 2. Alors on va questionner le monde et on va donc questionner le monde du vivant, de la matière et des objets et questionner l'espace et le temps. En cycle 3, eh bien on fait de l'histoire, de la géographie et on fait des sciences et technologies, sachant que les sciences et technologies se déclinent en plusieurs sous-thèmes qui sont matière, mouvement, énergie, information. Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent, matériaux et objets techniques, et la planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement. Donc vous voyez, c'est assez riche. Alors, vous avez évidemment la possibilité d'avoir un sujet sur chacun de ces cycles. Cette année, il s'avère que seul le cycle 3 a été concerné, mais vous allez voir que j'ai, non pas une petite surprise pour vous, mais moi, on aime bien être très pratique chez Objectif CRPE et très concret. Dans le rapport de jury de concours qui sont sortis très récemment, il est bien précisé qu'attention, cette année, les sujets concernaient le cycle 3, mais que ce n'est pas une obligation que les sujets concernent le parcours scolaire de l'école primaire des élèves. Donc ça peut très bien être explorer le monde ou questionner le monde. Ça n'a pas été le cas en 2022, mais nous ne savons pas pour 2023, donc il faut être prêt à tout. Il n'est pas question de faire une impasse, d'autant que c'est tout à fait logique d'arriver en cycle 3 avec histoire et géographie et que vous serez bien plus armé sur le plan didactique et pédagogique si vous avez compris comment cette progression s'opère. Y a-t-il des questions particulières? Voilà. Ben, je vois que certaines personnes communiquent, c'est très bien, voilà. Alors, il en manque encore un, la terminologie en art. Alors, au cycle 1, agir, s'exprimer, comprendre. Là, le verbe comprendre est très important à travers l'activité artistique. Les productions plastiques et visuelles, les univers sonores, vous voyez, l'art plastique, la musique et le spectacle vivant. Puis, au cycle 2, les arts plastiques, l'éducation musicale. Et au cycle 3, un petit peu comme en histoire et géographie, arts plastiques, éducation musicale et attention, un domaine d'enseignement qui arrive et qui est prévu au concours, histoire des arts. C'est-à-dire que si vous avez un sujet en histoire des arts, il concerne automatiquement le cycle 3. C'est une obligation. Voilà. Ensuite, bon, on les a vus pour le programme d'enseignement moral et civique. Alors là, ouf, c'est pas comme pour le reste, il n'y a qu'une seule terminologie, enseignement moral et civique, et c'est encore mieux, le programme est commun aux 3 cycles. Alors évidemment, les objets d'apprentissage ne sont pas les mêmes entre le cycle 2 et le cycle 3, mais le programme est commun, les finalités sont les mêmes, et donc c'est quand même déjà beaucoup plus facile à mémoriser. Alors, je vous donne quand même quelques informations techniques. Tiens, on retrouve Adèle sur le chat. Bonsoir Adèle. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas vu. Je retrouve des gens que je connais. Alors, bonsoir Adèle, il y en a peut-être d'autres, mais alors là, le chat est en noir et blanc. C'est plus compliqué à lire que quand c'est un chat de live, mais bon, ça va, on s'en sort quand même.
Alors, je vous ai quand même donné à titre d'information pour l'Académie de Nantes, qui, comme chacun le sait, est une académie, comment dire, assez sélective quand même, au niveau des notes. Vous voyez, finalement, c'est très dit. Alors bon, évidemment, c'est pas toute la France, mais on peut quand même se dire que très souvent, quand même, les résultats sont assez similaires. En sciences et technologies, vous avez la note la plus basse, la note la plus haute, et vous avez les moyennes. Ben, si vous regardez bien les moyennes, quelle que soit l'option que les étudiants, que les candidats ont choisie, manifestement, les moyennes sont quasiment les mêmes. On tourne autour de 11,75, vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Alors bon, la meilleure note a été obtenue en histoire, géographie, EMC, 19,25 à Nantes. La note la plus basse était 3. Alors, soit les correcteurs étaient plus généreux en histoire, géographie, EMC, soit les candidats étaient vraiment meilleurs. On n'a aucune possibilité d'en faire une analyse objective. On n'a aucune idée de la raison pour laquelle ça se passe comme ça. Les sujets c'était des sujets du groupement 1, donc assez classiques. Et donc, voilà, on en saura peut-être plus quand on aura les autres, mais ça ne change pas grand-chose. Et de toute façon, ce serait un petit peu difficile de faire des projections et de s'engager dans une option à partir du résultat de son académie, parce que les jurys de concours changent, les sujets changent. Donc voilà, on peut se dire qu'en fait, finalement, en termes de notes, sur une académie, eh bien, il n'y a pas d'énormes différences. Donc, ce n'est pas forcément un élément à prendre en compte pour le choix de votre option. Voilà. Alors, les sujets de la première année. Bon, peut-être les avez-vous déjà vus. Mais vous allez voir que je vais vous les présenter d'une façon assez concrète. Je vous répète simplement que choisir son sujet le jour même, c'est possible. Vous avez la possibilité. Quand on est allé à la réunion d'harmonisation, on nous a même demandé de prendre en compte le fait qu'un candidat pouvait avoir eu un peu de retard parce qu'il avait changé de sujet en cours de route. La seule chose, c'est qu'il faut absolument le signaler sur la feuille que l'on vous donne, où vous voyez, on vous demande de cocher la case correspondant au sujet que vous avez choisi. Insérez votre copie à l'intérieur de la présente fiche et la remettre au surveillant à l'issue de l'épreuve. Si vous décidez de changer, bien entendu, il faut demander une autre fiche. Bon, j'espère que vous ne changerez pas en cours de route parce que c'est quand même pas bon signe et puis ça prend quand même du temps. Mais en tous les cas, c'est une possibilité, sachez-le. Ça permet quand même de dédramatiser et de se dire que bon, je me suis engagé là-dedans, je n'y arrive pas. Eh bien, effectivement, il faut peut-être avoir le courage de dire bon, je change et je me lance dans autre chose. Voilà, ça c'est une possibilité. Alors, je commence par les sciences et technologies, parce que je vais prendre chacune des options, vous allez voir, selon un plan qui est un petit peu toujours le même. Je vous donne donc les indications, les barèmes, on présente le sujet, et vous allez voir que je vais m'appuyer sur des copies d'étudiants qui ont passé le concours, qui ont eu la gentillesse de nous les donner et de nous autoriser à en projeter des parties. Ce ne sont, je vous le dis tout de suite, que de bonnes copies. Moi, je travaille qu'avec de bonnes copies, parce que dans la mesure où vous voulez réussir, ce qui est important pour vous, c'est de savoir ce qu'il faut faire. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mais quand on sait ce qu'il faut faire, eh bien, on ne fait pas ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense qu'à titre d'exemple, c'est plus intéressant pour vous de voir des éléments de copie qui ont parfaitement marché. Toutes les copies que je vais vous montrer ont eu des notes supérieures à 16. Donc, vous voyez, ce sont des très bonnes copies. Enfin, je ne vous montre pas la copie entière. Je vais vous montrer des extraits de copies qu'on va un petit peu analyser et voir pourquoi ça a fonctionné. Alors, ce soir, bien entendu, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des domaines d'enseignement. Ce serait impossible. Et puis pour ça, il faut aller suivre les lives chez Objectif CRPE pour connaître exactement, d'une façon beaucoup plus approfondie et beaucoup plus précise, comment se préparer pour cette épreuve. Mais déjà là, ça va vous donner quand même de bonnes indications. Alors bon, question de nature didactique ou pédagogique repérée par un astérisque. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'astérisque, eh bien ce sont des questions d'ordre notionnel. On vérifie vos connaissances. Et cette année, en sciences et technologies, il y en a eu. Le jury tiendra compte dans la notation de l'épreuve de la maîtrise de la langue française du candidat. Et ça, vous allez voir dans très peu de temps que c'est un élément qu'il faut absolument, mais absolument prendre en compte. Les rapports de jury de concours que je vais vous présenter sont éloquents à ce propos. Et les parties et sous-parties sont largement indépendantes. Ça veut dire, je ne sais pas faire une partie, ben je ne panique pas, je passe à la suivante. Je ne suis même pas obligée de les faire dans l'ordre dans lequel elles sont présentées. À partir du moment où je présente ma copie correctement et que le correcteur va pouvoir s'y retrouver, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une méthode qu'il faut absolument garder en mémoire. On n'est pas obligé de répondre aux questions d'une même partie dans l'ordre. Si on est plus à l'aise avec la dernière qu'avec la première, bien en termes de gain de temps, évidemment, on commence par la dernière. Voilà.
Et le barème est donné à titre indicatif. Attention. Alors, je vais sur la première partie, parce que pour qu'on puisse travailler ensemble, encore faut-il que vous sachiez de quoi ça parle. Donc, vous allez les regarder, on va regarder les grands titres. On n'a pas intérêt, de toute façon, vous n'aurez pas ces sujets-là l'année prochaine. Donc, ça n'a pas d'importance. Caractéristiques des plastiques. Tortue marine, une espèce menacée par des déchets plastiques. Une solution robotisée innovante pour la collecte de déchets marins. Vous avez compris, on est en plein dans la pollution et le développement durable. Quand on a vu ce sujet, on a compris que c'était vraiment le point commun des trois parties et qu'il fallait absolument prendre en compte cet élément-là. Alors, si vous regardez bien, quand même, la activité expérimentale, appareil digestif, on est en sciences, là c'est un petit peu différent, et le robot, on est encore dans un autre domaine. Vous avez sur un thème commun, trois aspects différents que je vous ai présentés en sciences et technologies. Vous vous rappelez, il y avait donc la matière, etc. Eh bien, on est sur trois sous-thèmes un petit peu différents, mais qui traitent tous d'un même sujet commun. Alors, je vous ai juste détaillé pour sciences et technologies. Je ne l'ai pas fait pour les autres domaines. Bon, pour celui-ci, pour que vous voyez comment ça se passe. Dans la partie 1, il y avait 11 questions. 6 de connaissances et 5 de nature didactique et pédagogique. Pour la partie 2, il y avait 5 questions de nature didactique et pédagogique. Pas de partie de connaissances. Et sur la partie 3, 4 questions de connaissances et 4 questions de nature didactique et pédagogique. On va dire que c'est en quelque sorte quand même assez équilibré, mais que si vous faites la somme de toutes ces questions, il y a plus de questions de nature pédagogique et didactique que de questions de connaissances. Voilà. Pour ceux qui l'ont passé et qui envisagent de repasser, mais ce qui ne veut pas dire que cette année, ce sera la même chose. C'était juste une analyse de ce qui s'est passé la première année. Voilà. Alors, pour le groupement 2, eh bien, regardez, ce ne sont pas les mêmes sujets, ce ne sont pas les mêmes académies. Et qu'est-ce qu'on a? La caractéristique des plastiques, nettoyer l'océan, prévenir la pollution plastique. Je pense que cette année, tout le monde s'était donné le mot pour travailler sur la pollution plastique dans les océans. Il fallait absolument que les élèves et les enseignants soient sensibilisés à ce phénomène quand même. Et c'est donc très important. Alors, je regarde un petit peu ce que vous écrivez en même temps. Oui, je vois que vous avez toutes les réponses. Brigitte est parfaite, donc je continue. Et le sujet du groupement 3, puisqu'il y en a 3, alors envisager un voyage extraterrestre, survivre sur une autre planète, les solutions pour maintenir la planète Terre habitable. Alors là, on ne parle pas de plastique, effectivement, mais on est quand même encore sur la vie sur la planète Terre et automatiquement, pour maintenir la planète Terre habitable, on est évidemment sur le développement durable encore. Donc on a, alors là c'est les effets de serre, quitter la planète Terre, l'atmosphère martienne, enfin bon c'était assez folklorique, ça devait être assez intéressant de faire ce sujet, ça changeait un petit peu. Voilà, mais vous aviez évidemment un corpus de documents absolument conséquent qui vous permettait de répondre à toutes ces questions-là. Et puis il y avait le CRPE supplémentaire, vous savez, pour les académies de Versailles et de Créteil, et là, bon, les animaux, la répartition des animaux, améliorer la maquette d'un vivarium. On était sur un sujet qui était peut-être parfois beaucoup plus classique et les paramètres physiques de notre environnement éloigné. Vous avez donc les 4 sujets qui ont été proposés pour l'épreuve d'application dans l'option sciences et technologies. Alors déjà, vous n'aurez pas les mêmes, mais vous pouvez avoir des sujets un peu similaires pour lesquels la réflexion didactique va être la même de toute façon, mais vous allez peut-être pouvoir trouver des contenus qui y répondent aussi. Hein. On ne sait absolument pas ce que vous aurez cette année. Alors oui, Objectif CRPE propose aussi quelques connaissances dans les disciplines, évidemment, notamment en sciences, où c'est quand même parfois très très important, et en histoire aussi, évidemment. Alors, je commence à me mettre dans la tête du jury. Là, on y est vraiment. Vous avez déjà l'expression de la pensée du jury, puisque ce que vous avez ici en italique, eh bien, c'est un extrait du rapport du jury de concours de l'Académie de Lille. Pour l'instant, j'ai trouvé l'Académie de Lille et l'Académie de Nantes, qui, comme chacun le sait, sont 2 académies, particulièrement Nantes, mais même Lille, sélectives. Donc, il faut absolument prendre en compte ces retours, parce que ça va être très important pour l'année prochaine. Alors, ce sont les conseils qui sont donnés pour l'option sciences et technologies, bien évidemment. Mettre en évidence une rigueur scientifique en étant en mesure d'utiliser un vocabulaire adapté. Ça, un lexique précis.
de réaliser un écrit succinct et précis. Par exemple, savoir faire un schéma avec titre et légende. Et c'est pour ça que je vous ai montré ces deux exemples-là qui sont extraits d'une copie d'un Magnolia qui a passé le concours l'année dernière et qui a obtenu une très bonne note. Je crois que cette copie-là a eu 18 ou 17,75, donc vous voyez, une très bonne note. Posséder une maîtrise des démarches d'investigation et de résolution d'un problème technique et être en mesure de la présenter de manière adaptée pour être accessible aux élèves. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire avoir la capacité de proposer une activité, en tous les cas une réflexion qui réponde au niveau de l'âge des élèves pour laquelle cette activité doit être prévue. Mais vous voyez que les deux schémas que vous avez devant les yeux sont extrêmement bien légendés, sont extrêmement propres, bien préparés. Enfin, je peux vous dire que dans la tête du correcteur, quand on voit ça, déjà, on a déjà une très très bonne impression et on a envie de corriger cette copie-là. Vous voyez ? On ne se dit pas, oh là là, mon Dieu, il faut que je cherche les éléments, où est-ce que je vais trouver la légende, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On a tous les éléments présentés d'une manière propre, rigoureuse et précise. Voilà, donc ça, c'est important. Ensuite, une copie bien présentée. Alors, ça vous paraît peut-être être un petit peu, excusez-moi l'expression, mais à ras des pâquerettes, ou peut-être que j'enfonce des portes ouvertes. Mais alors, croyez-moi que pour avoir corrigé depuis déjà 18 ans le concours, 18 ans oui au moins, et là, cette année encore, je préfère vous le dire. Parce que bon, la présentation de la copie, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, a priori. Une copie bien présentée, c'est un petit peu ce que vous avez là en sciences, voyez-vous. Cette copie-là, elle est parfaite. Bien écrit, c'est propre, c'est bien disposé, on sait où trouver les éléments, on s'y retrouve. Là, pour le coup, je vous en propose une autre après, pour laquelle vous allez voir que quand on est jury de concours, on a une moins bonne impression dès le début. Vous voyez ? Cette copie-là aussi, c'est une copie qui a une bonne note à la fin. Mais vous pouvez déjà voir que pour la lecture du correcteur, c'est déjà moins simple. Il s'agit du même exercice. C'est le même exercice présenté différemment. Voilà la copie numéro 2. Je vous remontre la copie numéro 1. La voilà. Indéniablement, on est obligé de remarquer que pour la première, c'est plus simple. Alors, être dans la tête d'un jury de concours, ça signifie qu'on a parfaitement compris ce que le jury voulait et que donc on va répondre au mieux à sa demande. On va répondre au mieux à sa demande, c'est en effet être le plus précis, le plus, attendez, rigoureux possible. Il y a le micro qui vient de tomber, il faut que je le remette avant. Voilà, parfait. Vous m'entendez bien, j'espère toujours. Est-ce que vous voyez bien ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur la présentation? Est-ce que ça évoque pour vous quand même des éléments qui sont importants? Même si ça paraît très simple, vous voyez? J'attends 2 minutes pour lire le chat. Je retourne sur la deuxième copie. Voilà, Martin dit, avec le stress, on a toujours du mal. Je suis d'accord avec vous, Martin, bien évidemment. C'est toujours plus compliqué. Vous avez la possibilité de vous tromper. Mais attention, gardez en tête que le jury doit, pour être bien disposé, lire facilement votre copie. Donc surtout si vous ratez, si vous vous trompez, vous avez la possibilité de vous barrer proprement, vous mettez bien en évidence que c'est erroné et vous passez à la suite d'une façon propre. Le jury comprendra toujours que vous vous soyez trompé. Alors Laetitia me demande si une petite erreur de calcul modifie beaucoup la note de l'exercice. Alors ça Laetitia, je ne peux pas vous répondre parce que ça on le sait, au moment de la réunion d'harmonisation, on a des consignes très strictes à ce propos-là, on ne fait pas comme on veut et donc on nous dit si oui ou non il faut sanctionner ou pas l'erreur d'opération. Voilà. Donc là, ça dépendra vraiment des années, il n'y a pas de réponse. Il vaut toujours mieux que ce soit juste. Mais voilà. Alors, je ne peux pas répondre précisément sur l'introduction et tout. Là, vous voyez, cette copie-là, je vous dis, cette copie-là, où on a bien spécifié ce que c'était, on a répondu à la question. Vous avez la question, calculer la masse de sel à peser pour fabriquer 50 ml d'une solution d'eau de salinité comparable à celle de l'eau de la mer morte. Vous avez la question et vous avez la réponse telle qu'elle était faite. Cette copie-là, je vous dis 17,75 ou 18. Donc les points qui ont été perdus n'ont pas été à propos de la phrase d'introduction. Pour une question comme ça, c'est inutile.
Là, c'est plus simple. On sait exactement où on veut et on ne va surtout pas évaluer la phrase d'introduction que vous allez faire. Voilà. Ce que l'on va regarder, c'est la démarche et le résultat. Voilà. Alors, on avance. Alors, voilà. Le rapport du jury de CRPE de Lille. Ça, je l'ai mis parce que c'est important et je vais prendre la peine de vous le lire, même si c'est un petit peu casse-pied parce que vous l'avez devant les yeux. Mais voyez, tout le monde insiste. Enfin, c'était la conclusion. Enfin, il est important de rappeler qu'il s'agit d'un concours de recrutement d'enseignants où la place de la culture personnelle et la qualité de l'expression écrite sont prépondérantes. Parfois, certains d'entre vous qui l'ont déjà passé n'ont pas compris la note qu'ils ont obtenue. Eh bien, peut-être que finalement, la note qu'ils ont obtenue, si ils étaient déçus, venait peut-être de leur expression écrite. Attention, ça compte quand même dans la note. Il faut absolument que cette année de préparation, les cours de français, les lives de français, tout le travail que vous allez faire à l'écrit, vous permettent d'améliorer encore votre expression écrite. Une attention, vous voyez, c'est écrit, je ne l'invente pas, hein, une attention à la personne qui va lire l'écrit produit, présentation claire, ligne aérée, écriture lisible. On ne vous demande pas d'écrire comme un élève de CM2. On vous demande d'écrire comme un adulte, mais un adulte qui maîtrise l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut absolument que votre écriture soit lisible. On ne vous demande pas un cahier d'écolier. Vous écrivez comme un adulte, vous passez un concours. Mais il faut que l'écriture soit lisible. Et surtout, regardez, cette attention à la personne, elle traduit une volonté de communiquer positivement avec le lecteur. Et là, on est dans la tête du jury. Là, ça veut dire, je me mets à la place du jury qui va corriger ma copie et je vais lui faire plaisir. Donc, je vais lui faciliter le travail. Parce que corriger des copies, c'est long, ça demande beaucoup d'attention, c'est chronophage. Évidemment qu'on s'intéresse au contenu de la copie. Mais la forme de la copie nous permet d'apprécier encore mieux le contenu. Donc ça, c'est très, très important. On ne peut pas dire que ce soit anodin. Réellement, ça compte. Quand vous devez déchiffrer une écriture qui est compliquée à lire, quand il y a des renvois, des ratures, qu'on doit aller partout, mais franchement, c'est une corvée de corriger la copie. Alors, bien entendu, on est obligé de le faire, on le fait. Et on le fait avec tous les efforts qu'on doit faire. Mais voyez, ça ne met pas de bonne humeur, quoi. Ça ne met pas de bonne humeur et ça n'engage pas à apprécier positivement la copie. Or, vous savez qu'on est des êtres humains et que donc, forcément, ça se traduit d'une façon ou d'une autre. Donc là, moi, si je vous le dis, c'est pour que vous soyez vraiment dans la tête du jury. Alors, en outre, les phrases syntaxiquement bancales, on ne comprend rien, et comportant dès les premières lignes de nombreuses fautes d'orthographe, alors le dès les premières lignes, il est très important. Surtout, vous vous appliquez dans les premières lignes, parce que ce qu'on va se dire, c'est que s'il y a des fautes à la fin de la copie, on se dit « Oh là, le candidat était stressé, il n'avait pas le temps, il était pressé », on est beaucoup plus indulgent. Mais si dans la première phrase, il y a déjà un nombre de fautes incalculables, alors là, ça fait très, très mauvais effet. Donc, cette année, vous le savez, pour la préparation du concours, il faut absolument que vous vous remettiez à niveau, au niveau d'orthographe, lexical, grammatical, que vous écriviez correctement. Entraînez-vous parce qu'on n'a plus l'habitude. Maintenant qu'on est sans arrêt sur un ordinateur à taper, eh bien c'est difficile d'écrire pendant longtemps. Entraînez-vous. Surtout, entraînez-vous à ça. C'est très, très important. Donc les candidats doivent prendre conscience de l'importance de la maîtrise de la langue dans la notation, orthographe, syntaxe, fluidité de l'expression. Vous voyez ? Les candidats doivent prendre conscience de l'importance de la maîtrise de la langue dans la notation. Ça compte dans la notation. Les correcteurs leur conseillent de gérer leur temps de manière à pouvoir se relire. Ça, c'est un incontournable. On n'est même pas obligé de se relire tout à la fin. On peut se relire au fur et à mesure, ce qui permet quand même de gagner un peu de temps, d'en avoir moins à relire et d'être plus disponible au moment où on le fait. Voilà. Donc ça, c'est un point, vous voyez, sur lequel j'insiste parce que les rapports du jury de concours ont tous insisté sur ce point-là. Alors, rédiger en sciences. En sciences, on rédige. Voilà un extrait de copie, très propre. Encore une très bonne copie, vous voyez, où effectivement, si vous le lisez bien, tout est rédigé. Alors, la question, c'était proposer et décrire. À partir du moment où on dit décrire, automatiquement, il y a production d'écrit et il y a rédaction, une activité d'apprentissage préalable à l'utilisation des robots. Alors regardez, avant la séance de programmation, il est nécessaire de s'assurer que tous les élèves sachent utiliser le robot programmable. Et là, je rejoins ce que disait tout à l'heure la personne qui était sur le chat, qui dit qu'il fallait une phrase d'introduction. Ben là voilà, lorsque l'on est dans le domaine de la rédaction, il faut une phrase d'introduction.
Pour cela, alors avant la séance, pour cela, vous voyez, c'est un candidat qui maîtrise très bien les introductions et qui donne à son discours une logique que le correcteur n'a pas de mal à suivre. À partir du moment où on comprend facilement, c'est tellement agréable de corriger une copie comme celle-ci. Donc, vous voyez, n'hésitez pas. Pour cela, il semble important de commencer par leur expliquer le rôle. Ensuite, voyez, ensuite, il est essentiel que les enfants, l'enseignant, passera dans les rangs à ce moment pour s'assurer de la bonne réalisation et compréhension de l'exercice par les élèves. Donc, vous voyez que même en sciences, eh bien, parfois, on est amené à utiliser la langue écrite et à produire un écrit. Et vous le verrez dans les programmes, à travers la science, les élèves apprennent à produire des écrits. Donc ça, voilà, je voulais vous le montrer, on rédige. Même en sciences, lorsqu'on vous demande de décrire, vous rédigez. J'en ai fini pour la science et technologie, parce que je vous ai montré en gros, parce que de toute façon, dans les 3 domaines d'enseignement, les conclusions des rapports de jury de concours sont les mêmes. Donc, en ce qui concerne les connaissances notionnelles, je peux quand même vous le dire que ce n'est pas un des reproches fondamentaux qu'ont fait les correcteurs. En général, ils ont trouvé que les connaissances n'étaient pas forcément extraordinaires, mais ce n'était pas terrible, ce n'était pas une catastrophe. Voilà, la catastrophe, c'était surtout la maîtrise de la langue française, l'orthographe, la façon de présenter, etc. Ça, c'était évidemment, puis alors, pour les candidats qui n'avaient aucune réflexion didactique ou pédagogique, forcément, l'épreuve était échouée, parce que c'était ce qu'on leur demandait. Alors, en histoire-géographie pour le groupement 1, eh bien, on parlait donc des 2 guerres mondiales et on parlait des traces. Si vous suivez les lives d'objectifs CRPE en histoire, vous comprendrez tout de suite pourquoi cette notion de trace, elle est fondamentale depuis le cycle 2 jusqu'à la fin du cycle 3 et sur chacun des thèmes à enseigner au niveau du cycle 3. Donc voilà, vous aviez plusieurs questions. Vous aviez aussi donc une analyse de séance. Vous analyserez la séance 4. Quand on conçoit, quand on élabore une séance, automatiquement, on l'analyse par la même occasion. Donc là, il faut effectivement être préparé aux 2 et c'est ce qui se passe. Dans les concours blancs qu'Objectif vous propose, eh bien, vous êtes parfaitement préparé. Je dois dire que cette année, alors, en ce qui me concerne pour l'histoire-géographie, je le sais puisque c'est le sujet que j'ai donc traité, les candidats ont eu au moins 3 concours blancs dont le thème et le sujet étaient exactement celui qu'ils ont rencontré le jour du concours. Alors, ce ne sera pas le cas tous les ans parce que je n'ai pas des dons extraordinaires qui me permettent de deviner quels sujets vont tomber, mais on sait en gros quand même ce qui risque de tomber. Et les candidats étaient vraiment bien préparés à tout ça, vous voyez. Donc, quand on analyse une séance, alors un des reproches d'un rapport de jury de concours, c'est qu'on parle souvent d'analyse critique de la séance. Et très souvent, le candidat a l'impression que puisqu'il s'agit d'une analyse critique, alors il faut critiquer la séance. Ce n'est pas ça qu'on demande. Une analyse critique de la séance, c'est que la personne qui observe la séance, qui la décortique, est capable d'en voir quels sont les aspects positifs, quels sont les aspects négatifs en termes d'apprentissage. Est-ce que la séance, telle qu'elle est construite, va permettre aux élèves d'atteindre l'objectif que l'enseignant s'est fixé? C'est ça l'analyse critique d'une séance. C'est ce que tous les enseignants doivent faire lorsqu'ils ont conçu une séance. L'évaluation, ça permet aux enseignants de savoir si oui, leur objectif a été atteint. Et donc, pour essayer d'améliorer dans le cadre de la préparation du travail, eh bien entendu, il faut être capable d'analyser. C'est ce que l'on vous demande le jour du concours. Les éléments présentés dans la séance permettent-ils de comprendre comment les élèves vont atteindre l'objectif? Voilà ce qui était demandé, vous voyez. Dans un des concours blancs, ça a été une des questions qui a été posée sur un des concours blancs d'objectifs CRPE. Voilà. Le sujet du groupement 1 en géographie était sur le thème de se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France dans un espace touristique. Et il y avait l'exploitation d'un document. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile et qu'il faut vraiment préparer. Et donc, effectivement, maintenant qu'on a du recul, ça, c'est un des aspects qu'on va vraiment travailler à travers les concours blancs, à travers les exercices d'entraînement pour les lives, que ce soit en géographie ou que ce soit dans un autre domaine. Parce que exploiter un document, c'est pas uniquement en histoire-géographie. On va voir que c'est même le cas en art, etc. Et ça peut être le cas en sciences et technologies, bien entendu. Quel choix opérez-vous pour conduire cette exploitation? Ça veut dire quoi? Quel choix pédagogique? Comment allez-vous le mettre? Comment allez-vous l'utiliser au cours de votre séance? Et pourquoi? Dans ce concours, il faut toujours argumenter. Le sujet du groupement 2.
Communiquer d'un bout à l'autre du monde grâce à l'Internet. Ça, c'est le sujet qu'on avait donné pour le concours blanc numéro 3. Élaborer une séquence d'apprentissage sur l'un des 3 repères annuels de programmation de ce thème. Vous préciserez le nombre de séances et leur titre, les objectifs d'ensemble, etc., etc. Donc ça, vous avez les documents, vous avez un corpus de documents, évidemment, qui vous aide à faire tout ça. Mais voyez qu'il faut être absolument entraîné à concevoir et à analyser des séances et des séquences. Parce que ce jour-là, ce n'est pas ce jour-là qu'on s'improvise tout d'un coup enseignant et qu'on se dit comment est-ce que je vais la préparer. Donc pour ça, il faut être prêt. Et donc c'est ce à quoi, évidemment, on vous prépare chez Objectif CRPE. C'est à essayer d'avoir cette réflexion didactique et pédagogique qui vous permet, quel que soit le thème que l'on vous propose, d'être en capacité d'élaborer une démarche qui va permettre à des élèves d'apprendre. Alors, pour le groupement 2, vous voyez, pour le groupement 1, il s'agissait de parler de l'histoire. Si je reviens sur le groupement 1, il y avait histoire et la deuxième composante, c'était géographie. Pour les deux au cycle 3. Pour le groupement 2, il s'agissait de la composante géographie et la deuxième composante, c'était enseignement moral et civique. Et il y avait un sujet sur le harcèlement. Et le harcèlement, le cyberharcèlement, très, très au goût du monde. Donc là, très au goût du jour, pardon. Donc ce sujet-là, il fallait le traiter dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Alors, il est aussi redondant, je dirais, avec les cours de connaissances de système éducatif. On travaille les deux. Et on peut, toutes les connaissances théoriques, eh bien, lorsque l'on suit les cours de connaissances du système éducatif, on les a sur le harcèlement et on peut les mettre à profit pour l'élaboration d'une séquence en enseignement moral et civique. Voilà les sujets. C'était des sujets assez classiques quand même. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une préparation plus près? Eh bien, regardez les sujets de concours blanc qu'on avait donnés. Quels sont les enjeux d'enseignement du thème 2, communiquer d'un bout du monde à l'autre du monde grâce à l'Internet, et élaborer une séquence d'enseignement visant à prévenir les élèves de CM2 des dangers liés à l'Internet. Vous voyez qu'on était tout à fait dans le ton. Les concours blancs chez Objectif CRPE sont conçus de façon à ce qu'ils puissent permettre aux étudiants d'apprendre. C'est-à-dire qu'on ne vous met pas pour le premier concours blanc dans une réelle situation de concours. À quoi est-ce que cela servirait? Les étudiants n'ont pas les connaissances suffisantes. On est au début de formation. À la fin de la formation, le concours blanc, c'est comme un vrai concours. Mais au début, l'idée et l'intérêt, quand on prépare une formation, on est exactement dans la même position que n'importe quel enseignant qui prépare son cours. Et donc, ce que l'on souhaite chez Objectif CRPE, c'est que vous soyez préparés au plus près. Et cette préparation, elle se fait d'une façon progressive. Mot que vous allez beaucoup entendre toute l'année, quel que soit le domaine dans lequel vous allez travailler. Français, mathématiques, EPS, sciences et technologies, histoire ou géographie ou art. On enseigne de façon progressive. Pourquoi? Eh bien parce qu'on apprend de façon progressive. Eh bien pour vous, étudiants qui préparez le concours, c'est la même chose. Les concours blancs doivent être progressifs. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être de plus en plus faciles ou de plus en plus difficiles. Ça veut dire qu'ils doivent vous permettre d'acquérir une méthodologie. Donc forcément, les documents qu'on donne ne sont pas forcément les mêmes. Ils sont adaptés au moment de la préparation auquel vous devez réaliser ce concours blanc. Et ça, il faut vraiment que vous en soyez vraiment pleinement conscient. Certains étudiants disent « Ah ben oui, on a moins de documents au concours, etc. » Mais à quoi cela sert-il si vous n'avez pas les connaissances voulues? Donc on essaie et on réfléchit vraiment beaucoup à la façon dont on va concevoir ces sujets pour qu'ils vous soient le plus profitables possible, c'est-à-dire pour qu'ils vous permettent ensuite d'adapter le mieux possible tout ce que vous avez mis en œuvre pour le premier concours pour devenir de plus en plus autonome, quel que soit le sujet. Parce qu'aucune préparation, aucun professeur ne peut deviner quel sera le sujet qui va tomber en 2023. Donc l'idée, c'est d'être prêt à tout et pas d'être prêt à un ou à deux. Et c'est pas en se préparant toujours de la même manière qu'on y arrive. Il faut y aller de façon progressive pour acquérir des façons de penser, des automatismes qui vous permettent de vous en sortir le mieux possible avec un sujet qui ne sera pas forcément celui que vous aurez déjà traité. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce qu'a priori, vous êtes d'accord avec ça? Moi, en termes d'enseignement, ça me paraît essentiel. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires sur le chat. 7 minutes. Je n'ai rien depuis 7 minutes. Est-ce que c'est...
Est-ce que les remises à niveau concernent toutes les disciplines? Alors là, je laisse Brigitte répondre. Est-ce que vous avez bien compris la logique de préparation à travers les concours blancs? Comme les oraux blancs. Les oraux blancs en CSE sont effectivement, préparés de façon à ce qu'ils ne vous préparent que sur ce que vous avez déjà travaillé, bien évidemment. Alors, le groupement 3. Là, il s'agit des programmes particuliers pour Tahiti. Alors, vous voyez, Wallis, Bougainville et Cook. Bon, comme on a quelques étudiants quand même qui viennent de Tahiti, on espère qu'on en aura beaucoup d'autres, eh bien, les voilà. Donc, on a aussi, évidemment, travaillé sur le concours qui a été proposé, le groupement 3 qui a été proposé là-bas. Et donc, vous voyez qu'il y avait une composante histoire sur l'histoire, effectivement, de ces territoires. Et puis ensuite, une composante géographie qui parlait donc de la découverte du quartier. On était tout à fait en cycle 2. Donc jusqu'à présent, ce qu'on a vu, ce sont des sujets en cycle 3 ou en cycle 2. Il n'y a eu aucun sujet en cycle 1 pour cette année. Et le CRPE supplémentaire, donc géographie et enseignement moral et civique. Voilà. Alors, présenter le corpus du document. Vous avez un conseil qui a été donné dans un rapport de jury de concours et que je vous conseille à prendre en compte. Souvent, on nous le demande, est-ce qu'il faut présenter les documents ou pas? Le conseil du rapport de jury de concours, c'est le suivant. Face à un corpus de texte, prendre le temps d'ordonner et relier les documents avant de commencer à rédiger. En fait, ce qu'il faut faire, et ce qu'on vous demande de faire, c'est pas forcément d'énumérer et de décrire d'une façon résumée ou succincte le contenu du document. On vous demande de les mettre en lien, de les analyser, de montrer en quoi ils vous ont été utiles pour la réponse à la question que vous allez poser. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Donc, il faut prendre le temps, effectivement, de faire du lien entre les différents documents. Alors, toujours pareil, pour être dans la tête du jury, le jury, il a lu les documents, il sait ce qu'il y a dedans. Donc, quelque part, si vous dites document 1, alors, ce qui est important, c'est que vous puissiez préciser quelle est la nature du document, parce que souvent, ça, on s'interroge sur le fait que vous connaissiez, notamment en enseignement moral et civique, ou si c'est un document historique, si c'est un document d'époque, pas d'époque, si c'est un vrai document historique, ou si c'est une reproduction. Enfin, ça, on s'attend à ce que vous le disiez. Mais ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous avez exploité le document pour répondre à la question. Donc, il faut essayer de trouver des liens entre les documents et de les présenter d'une façon analytique, plutôt que d'une façon purement descriptive. Je vous donne un petit exemple d'une copie, toujours pareil, une très bonne copie. Alors celle-ci, je ne vous le cache pas, elle a eu 20. Ainsi, dans le cadre des documents 13 à 15 qui présentent la ville de Nice et plus particulièrement son littoral et son activité touristique, les élèves vont devoir comprendre pourquoi cette ville est touristique, grâce à quels moyens elle peut l'être et comment elle est organisée de façon à l'être. On a tout, voyez. Les documents 13 à 15, on n'a pas présenté le document 13, 14 et 15. On a regroupé les documents qui pouvaient permettre aux élèves d'apprendre ce que l'enseignant voulait qu'ils apprennent. Donc, vont devoir comprendre pourquoi Nice est une ville touristique, comment les moyens qui lui permettent d'être une ville touristique, donc on va parler peut-être du chemin de fer, de l'aéroport, etc., comment elle est organisée de façon à l'être. On avait tout en 3-5 lignes. Vous voyez, c'est un des exemples que je peux vous donner, donc sur une très bonne copie, qui répond aux attentes du rapport de jury de concours. Et donc, vous voyez que finalement, c'est un élément qui entre vraiment en ligne de compte. Voilà. Voilà une façon de présenter les documents. Le candidat aurait pu dire le document 13, présente la ville de Nice, et plus particulièrement son littoral. Le document 14 présente, je ne sais pas moi, l'aéroport de Nice. Et je ne sais plus ce qu'il y avait comme document, hein, je vous dis un petit peu ce qui me passe par la tête. Mais là, on était dans un côté descriptif. C'est pour que vous puissiez faire la distinction entre la description du document et l'analyse et la synthèse des documents. Voilà, c'est plutôt une présentation analytique et synthétique. Voilà aussi un autre point à prendre en compte. Tout à l'heure, quelqu'un demandait s'il fallait faire une phrase d'introduction lorsque l'on présentait un exercice en sciences ou en technologie. Alors en histoire, en général, évidemment, il faut toujours plus ou moins rédiger. Et on trouve un petit peu tout le temps le même type d'introduction, qui est particulièrement apprécié des correcteurs. Voilà pourquoi je vous le donne. Alors je vous en ai donné un exemple. Vous pouvez voir encore que cette copie est extrêmement bien présentée. Alors, cette copie-là a eu 20 aussi. Donc, vous voyez, j'ai 2 copies qui ont eu 20, la voilà. Alors, c'est intéressant, l'histoire est une discipline permettant aux élèves de mener une enquête sur le passé. Donc là, on voit que l'étudiant a des connaissances personnelles, puisque
Effectivement, historia, qui veut dire enquête, etc. Le corpus de documents se compose de 11 documents. Alors là, ils sont un petit peu décrits, mais bon, je n'ai pas dit qu'il fallait forcément toujours ne pas les relier, hein. Les documents 3 et 4, etc. Là, on est vraiment dans une description. Donc, vous voyez, ce qui n'a pas empêché la candidate quand même d'avoir eu 20, quand même. Oui, 20, vous avez des 20. Moi, j'ai mis des 20 cette année. Je peux quand même vous le dire aussi, on met 20 à l'épreuve d'application, évidemment. Alors, voilà la présentation d'une introduction, vous voyez, type, qui fonctionne très très bien. En plus, on voit que la candidate connaît les règles de typographie, elle a souligné le titre du livre dont elle parle, enfin bon. Voilà une autre introduction en géographie. Alors là, c'est la même, hein, c'est la même candidate. Elle a gardé le même système, mais ça a très bien fonctionné. Étymologiquement, alors elle a changé l'introduction quand même, vous voyez. L'histoire est une discipline, en effet, en latin, historia signifie enquête. Bon, là, elle a un petit peu changé la façon de présenter. Étymologiquement, la géographie est l'écriture de la Terre. Nous allons nous intéresser au thème 2. Ça, c'est très agréable quand on lit une copie d'avoir un candidat. Alors, elle n'en a pas mis trop, hein. C'est pas non plus, on arrive tout de suite dans le cœur du sujet. Elle présente les documents qu'elle va utiliser, etc. Mais vous voyez, c'est une introduction intéressante. Vous pouvez la retenir. Parce que bon, alors évidemment, si tous les étudiants d'objectif CRPE présentent l'histoire et la géographie comme ça fera un peu bizarre. Mais vous pouvez la retenir. Vous avez différentes façons de le dire. Mais vous voyez, c'est une bonne entrée en matière. En tous les cas, ça a très bien fonctionné. Et on peut comprendre pourquoi ça a très bien fonctionné. Alors, une fois qu'on a introduit son sujet d'une façon très correcte. Vous savez bien que ce soit l'histoire, la géographie, les sciences ou technologies, quel que sais-je, il faut bien effectivement que les élèves soient amenés à réfléchir pour apprendre et donc à problématiser la situation, à comprendre. Vous verrez lorsque vous allez étudier le programme de géographie ou le programme d'histoire qu'à chaque fois il y a une problématique qui correspond à chacun des thèmes. Alors, il s'agissait du groupement 1. Voilà le sujet. Conformément au choix opéré par le programme, vous réfléchissez d'abord à la notion de trace. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, la notion de trace est très très prépondérante dans tous les enseignements en histoire. En vous aidant du dossier documentaire, et il était conséquent, je peux vous assurer, je crois qu'il y avait, je ne sais plus combien de documents, mais c'était énorme. Montrer l'importance et la nature des traces laissées par la Première Guerre mondiale. Donc ça, question d'analyse. Quelle définition de trace donnerez-vous à vos élèves ? Alors, la problématisation, et là cette candidate a très bien fait, pourquoi travailler les traces avec les élèves? Effectivement, c'est la question qu'on peut se poser. C'est au programme, alors on ne va pas répondre, je dois travailler la notion de trace parce qu'on me le préconise dans les documents ressources sur EduScol et que c'est spécifié dans les programmes. Ça, ce n'est pas une réponse argumentée. Et donc cette candidate, qui a très bien compris que l'enseignement devait être explicite, c'est-à-dire être porteur de sens. Les élèves doivent comprendre pourquoi on leur demande d'apprendre ça et ce que l'on doit faire. Donc, on va travailler les traces, très bien. Mais si l'enseignant ne sait pas pourquoi, c'est un petit peu embêtant. Donc, dans un premier temps, pourquoi travailler les traces avec les élèves? Il faut d'abord en donner une définition pour montrer ensuite l'importance de celle-ci. Pourquoi travailler les traces? Parce qu'évidemment, elles sont très importantes puisqu'elles permettent le travail de l'historien et donc elles permettent de comprendre peut-être les événements qui ont eu lieu, de comprendre ce qui s'est passé, en tous les cas d'essayer de le comprendre. Et donc, vous voyez, ça c'est une bonne problématisation de la question qui était posée. Et très souvent, dans les rapports de jury de concours, on voit qu'effectivement les étudiants, les candidats n'ont pas problématisé la situation. Voilà, mais bon, ça vous y serez vraiment, mais entraîné. Alors, voilà une des remarques. Attention, et ça je tiens à vous le dire, parce que j'ai déjà eu des remarques comme ça depuis le début de l'année. Vous savez que la formation a déjà commencé chez Objectif CRPE. Et j'ai eu récemment un étudiant qui disait qu'il n'y avait qu'a priori, elle pensait qu'elle avait entendu dire que seuls des sujets de cycle 3 tomberaient. Eh bien écoutez, voilà ce qui a été paru dans le rapport du jury de concours de Nantes. S'il apparaît une bonne connaissance des compétences attendues en histoire et en géographie en fin de cycle 3 et que le sujet était pour cette session centré sur ce cycle, vous voyez, plutôt satisfaisant le rapport du jury de Nantes. Le jury tient à rappeler aux candidats, alors je ne sais pas si c'est prémonitoire ou pas, que l'épreuve concerne l'ensemble du parcours scolaire primaire, maternelle et élémentaire. Donc explorer le monde entre dans ce parcours. Donc on ne sait pas. Est-ce que le président du jury a tenu à rappeler ce fait pour que chacun soit en alerte? Je ne sais pas. Ou alors est-ce qu'ils ont décidé de choisir un sujet sur le cycle 1 pour l'année prochaine? Je ne le sais pas non plus. Là, je ne suis pas dans leur tête. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que dans leur tête, ils ont la possibilité de donner un sujet
du cycle 1 au cycle 3. Et ça, il faut absolument le prendre en compte. Donc, il faut y être entraîné. C'est pour ça que l'an dernier, sur les concours blancs qui ont été proposés chez Objectif CRPE, il y a toujours eu des sujets sur tous les cycles. Cycle 1, cycle 2, cycle 3. C'est absolument essentiel. Alors, on passe au domaine des arts. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois lire? Je vois une question. Je crois que je ne suis pas très claire en fait. J'ai une plus grande culture, appétence en sciences et technologies qu'en histoire, géographie, EMC et arts. C'est pourquoi je m'inquiète sur les contenus que vous proposez pour pallier mes lacunes sur certaines manières. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'en une année de formation pour laquelle il faut vraiment approfondir la réflexion didactique et pédagogique, il faut aussi que chaque étudiant, là, tout de suite, prenne en compte qu'il va falloir aussi qu'il travaille d'une façon autonome pour se remettre à niveau. Maintenant, soyons modestes quand même, hein. Il ne s'agit pas non plus de refaire la classe depuis la classe de 6e jusqu'à la classe de 3e. Donc je pense que vous avez tout à fait la possibilité, à travers les différents exercices, concours, oraux, enfin tout ce que vous allez avoir cette année, de vous remettre à niveau. Je pense réellement que ce n'est pas un problème, vous voyez, effectivement. Donc, moi, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce qui est dit dans le rapport de jury de concours. Si on revient sur la slide avant, précédente, bonne connaissance des compétences attendues en histoire-géographie en fin de cycle 3. C'est pas ce qui a frappé le plus le jury, vous voyez. Voilà, donc on s'attaque au dernier domaine, les arts. Le sujet du groupement 1 qui va apparaître sur votre écran dans peu de temps. Composante art plastique. Composante univers sonore. C'était ce qu'il y avait pour le cycle 1. Vous voyez les arts et la musique. 10 points, 10 points. C'était à égalité. Alors dans les arts, il faut effectivement être performant dans les arts et dans la musique. Alors en ce qui concerne le choix de l'option, je vois que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur le choix de l'option. J'aurais envie de dire que quelqu'un qui ne connaît rien en musique, à mon avis, hein, ou rien en art, n'a pas intérêt à choisir art et musique. La démarche d'enseignement est déjà particulière. Et alors, vous allez le voir, je vais vous le montrer là, tous les rapports de jury de concours insistent sur la culture personnelle des candidats. C'est ce qui donne des points en plus. Ça ne veut pas dire que tous les candidats qui n'en ont pas ont une mauvaise note. S'ils ont parfaitement compris la démarche d'enseignement, ça fonctionne, évidemment. S'ils sont capables d'élaborer des séances, des séquences, ça marche. Mais la différence va peut-être se faire, puisque c'est un concours, avec les candidats qui auront une plus grande culture musicale ou une plus grande culture artistique, ça je ne peux pas vous dire. Donc là, je ferai attention. En sciences et technologies, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la même chose. Si vous ne connaissez absolument rien à la matière, c'est peut-être difficile pour une année de vous y remettre. J'aurais envie de vous dire qu'effectivement, choisissez le domaine dans lequel au départ, vous avez le plus de connaissances. Si vous n'en avez dans rien, ce qui est possible, eh bien choisissez celui pour lequel ça vous paraît le plus simple d'en avoir. N'oubliez cependant pas qu'au concours, vous avez des documents pour répondre et que même, quand bien même vous auriez une question de connaissance à laquelle vous ne sauriez pas répondre, la copie est notée sur 20. Une grosse partie de la notation concerne la réflexion didactique et pédagogique. Donc vous perdriez peut-être quelques points, mais vous n'en perdriez pas non plus énormément. Donc voilà, le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est que si vous connaissez beaucoup de choses dans un domaine, moi quelque part j'ai envie de dire, n'hésitez pas. Voilà. Si vous ne connaissez rien dans rien, essayez de choisir ce qui vous paraît le plus simple. Moi je crois que ce qui est le plus simple peut-être, c'est ce qu'on a le plus étudié à l'école et pour lequel on a le plus de souvenirs. Alors les arts, si vous n'êtes pas musicien, pas artiste, que ça ne vous intéresse pas, eh ben moi j'aurais envie de vous dire, ne vous engagez pas dans ce domaine, évidemment. C'est bien trop compliqué, vous avez bien d'autres choses à travailler. Il faut travailler la didactique du français, la didactique des mathématiques, se remettre à niveau parfois en français ou en mathématiques. Il faut travailler le PS, ça c'est un incontournable. La connaissance du système éducatif, ne tendez pas le dos pour vous faire taper. Faites, cette année, il faut faire efficace. Vous faites ce qui est le plus simple. Moi, je vous préviens comment il faut se mettre dans la tête du jury. Donc, une copie propre, une introduction bien rédigée et pertinente, être capable, si vous faites des sciences, vous voyez, de faire des croquis propres, bien légendés, etc. L'introduction bien préparée, être capable d'analyser des documents pour les relier entre eux, les présenter. Et ça, la difficulté, forcément, est souvent plus importante en histoire-géographie qu'en sciences, on est bien d'accord. Vous voyez, il faut que vous pesiez un petit peu les pour et les contre et que vous fassiez ce qui vous paraît le plus simple, en sachant que de toute façon, il n'y a que 20 points. On ne va pas vous en retirer 15, vous voyez. Donc, il faut rester raisonnable, je veux dire.
Moi, je vous donne des petits trucs pour que, comment dire, pour que vous soyez encore au plus près des attentes du jury. Après, il faut que vous fassiez simple, vous voyez, vraiment. Alors, dans le groupement 2, éducation musicale, et ici, analyse critique en art plastique. Et dans le groupement 3, musique et art plastique. Dans les 3 groupements, il y a eu musique et art plastique, ce qui paraît un petit peu évident. Et puis là, éducation musicale et art plastique pour le concours supplémentaire. Alors j'ai mis en bleu quelque chose d'important. Votre fiche de préparation permettra d'éclairer le jury sur votre connaissance du cadre réglementaire et des conditions spécifiques de l'enseignement musical au cycle 3. Donc vous voyez, non seulement il va falloir connaître la démarche, mais en plus il va falloir que vraiment elle soit vraiment traduite dans la fiche de préparation. Et là, la même chose. Donc voilà ce qu'on attend de vous. Alors, extrait de rapport de jury de concours dans le domaine des arts. Dans les 2 parties, l'évaluation des apprentissages n'a été que rarement traitée. C'est quelque chose à laquelle il va falloir réfléchir. Finalement, il faut effectivement bien parler de l'évaluation dans le domaine des arts. Et c'est vrai que je veux bien croire qu'effectivement, les candidats n'y aient pas forcément pensé d'une façon formelle. C'est effectivement plus facile d'évaluer a priori. Et je dis bien a priori. Si on n'a aucune formation, c'est-à-dire si on n'a jamais été chez Objectif CRPE et qu'on fait ça tout seul, on pense que c'est plus facile d'évaluer les sciences et technologies et l'histoire-géographie, puisqu'on pense qu'on va évaluer des connaissances, plutôt que d'évaluer de la musique ou des arts. Mais, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment fonctionne l'évaluation à l'école primaire. Et donc pour ça, effectivement, il y a un live qu'on vous propose qui s'appelle l'évaluation, qui est dans le cadre du tronc commun, et à travers lequel, et grâce auquel j'espère, vous comprendrez pourquoi on peut aussi évaluer l'évolution, la progression des compétences des élèves. Donc là, vous voyez, c'est noté. Le socle commun, le parcours d'éducation artistique et culturelle sont peu évoqués. Alors, il n'y a que dans les arts que ça a été noté. Ailleurs, ça n'a pas été noté. Peu de copies imaginent de lier les apprentissages en art aux apprentissages dans d'autres disciplines. En fait, la transversalité des apprentissages n'est pas suffisamment évoquée. Et certains candidats s'attardent sur des questions organisationnelles plus que sur les enjeux d'apprentissage. A priori, sur la façon donc d'organiser la séance, plutôt que sur réellement qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent. Alors, conseils généraux. Se questionner sur les apprentissages des élèves. Là, je vous le dis, la question à vous poser, quel que soit le domaine que vous allez choisir, c'est qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent. Identifier les obstacles pour les prendre en compte. Qu'est-ce qui va leur poser une difficulté? Par exemple, pour le chant, je ne sais pas, moi, ils n'arrivent pas à chanter cette phrase musicale. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils y arrivent? Il y en a beaucoup qui la chantent très mal, et qu'est-ce que je vais faire? Connaître les spécificités de l'apprentissage à l'école maternelle. L'école maternelle est une école spécifique. Bien identifier la place et l'importance du langage dans les enseignements artistiques. Vous voyez, là, on est vraiment dans un domaine beaucoup plus global. Ils ont beaucoup d'exigences quand même en art. Connaître le parcours d'éducation artistique et culturelle et son articulation autour de 3 piliers. Les rencontres, les pratiques et les connaissances. Donc, vous voyez, il faut vraiment avoir suivi les lives spécifiques. Tous ces éléments-là sont prévus, bien entendu, dans tous les lives que vous aurez, que ce soit en musique ou en art plastique, qui sont chacun dispensés par des professeurs spécialistes. Un professeur de musique qui est conseillère pédagogique en musique, un professeur qui a été conseillère pédagogique pour les arts. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là sont pris en compte. Donc, il n'y a aucune raison pour que les étudiants d'Objectif CRPE ne soient pas préparés à ces questions-là. Voilà un exemple. Alors, le début, excusez-moi, je n'ai pas pu l'enlever parce que c'est une copie, donc je ne peux pas la modifier forcément. Donc, vous allez pouvoir lire « Cet enseignement permet enfin de développer le parcours artistique et culturel qui suivra l'élève jusqu'en 3e avec ses 3 grands axes, connaître, pratiquer et rencontrer. » Vous voyez, donc, ce que le jury de concours reprochait ne s'adapte pas à cette copie-là. Je vous ai dit que je vous montrais que des très bonnes copies. Voilà pourquoi c'est une très bonne copie. Vous voyez, elle a répondu aux attentes du jury de concours. Donc, vous voyez que c'est important. Ici, j'ai encadré ce qui est important. Je ne vous fais pas tout lire quand même. Alors, où est-ce que... c'est un peu compliqué, ça a bougé là. Ah voilà, en favorisant le développement psychosocial de l'enfant,
Ah oui, ça a changé quand on l'a mis en PDF pour ici. En favorisant le développement psychosocial de l'enfant, les arts permettent aux élèves de développer leur personnalité, d'apprendre à penser librement par eux-mêmes tout en exerçant leur esprit critique. Et ça, c'est un des objectifs de chacun des domaines d'enseignement. Amener l'élève à devenir un citoyen autonome et éclairé, c'est effectivement lui permettre de penser librement par lui-même et d'exercer son esprit critique. Donc vous voyez, là aussi, très bonne copie. Voilà. Alors, vous voyez, dans le cadre du PEAC, Parcours d'éducation artistique et culturelle, là, le correcteur a marqué quels sont ses objectifs. Très, très exigeant. Mais plus on en met, meilleure est la note, évidemment. Bon, enfin, là, c'est déjà une très, très bonne note aussi. Je crois que cette copie-là a eu 17,75, vous voyez, ou quelque chose comme ça, ou 18,25, je ne sais plus. Après, l'introduction. Après avoir présenté brièvement les documents, je proposerai une analyse critique de la fiche de préparation présentée dans le document 1. Et le correcteur a écrit phrase introductrice très appréciable. Là, clairement, on voit que le correcteur a apprécié la délicatesse du candidat qui prenait à cœur de présenter son travail d'une façon très lisible et très claire au correcteur. On rejoint ce qui était dit tout à l'heure dans le rapport de jury de concours, que finalement, cette marque, en quelque sorte, c'est une marque de respect par rapport au correcteur. De se dire que voilà, il va bien comprendre, il va être agréablement... il va lire de façon agréable, etc., etc. Voilà. Ensuite, ça, c'est ce que je vous disais pour les arts. Et ça, c'est dans les 2 rapports de jury de concours. Peu de candidats semblent connaître les œuvres du corpus et peu ont fait référence à des œuvres complémentaires. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut reprocher dans le domaine des arts. Parce que, bon, en histoire, en géographie, vous allez rester sur le temps qui vous est proposé, sur le thème qui vous est proposé. En sciences et technologies, si on vous parle de l'eau, vous n'allez pas dire ce que vous savez sur l'air. En revanche, dans le domaine des arts, automatiquement, on fait des liens. Et automatiquement, voilà, on s'attend à ce que votre culture personnelle soit un petit peu plus importante. Néanmoins, dans les copies que je vous ai montrées précédemment, qui ont eu 17,75 et 18,75, il n'y a aucune citation d'œuvres différentes que celle du corpus. Donc, ça ne les a pas trop pénalisés. Mais c'est une remarque. Alors, vous passez un concours, vous voulez être excellentissime, meilleur que les autres, puisque c'est comme ça qu'on est reçu au concours. Donc, je me dois de vous dire qu'effectivement, si vous enrichissez votre culture personnelle et que vous êtes en capacité d'enrichir votre propos à l'aide de connaissances personnelles, vous aurez une meilleure note encore. Bien évidemment, maintenant, je ne dis pas, et ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, ce n'est pas ça qui vous empêchera d'avoir une bonne note, puisque dans les 2 copies que je vous ai présentées, ce n'est pas le cas, et les 2 copies ont d'excellentes notes. Peut-être que si ça avait été le cas, elles auraient eu 20 et pas 18,75. Je ne sais pas. Voilà. Et là, je vous ai mis pour terminer ce live des liens qui peuvent vous intéresser. Vous avez les sujets 2022 et vous avez les 2 rapports de jury de concours sur lesquels je me suis appuyée pour construire ce live, que je vous conseille de lire, parce qu'il vous apportera, parce que je vous en ai mis des extraits, bien évidemment, je n'ai pas tout mis. Mais si on doit récapituler maintenant ce live, eh bien, vous les aurez, évidemment, vous avez un support imprimable, donc vous aurez tout. Si on doit récapituler ce live, finalement, pour être dans la tête, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir compris, premièrement, qu'il faut donner une copie agréable à lire, qui prenne en compte le fait que quelqu'un qui ne sait pas ce que vous allez écrire va le lire. Deuxièmement, vous avez vu ce qui est réclamé. C'est très important, l'orthographe, la syntaxe, etc. Tout ça, les jurys ont vraiment insisté. La réflexion didactique et pédagogique, ça ne s'invente pas. Ça va venir quand vous aurez enseigné, mais là, il faut absolument que vous soyez épaulé, accompagné, pour pouvoir impulser cette réflexion pédagogique et didactique. Et puis ensuite, il y a vos connaissances. Alors oui, il y a des remises à niveau, mais les remises à niveau ne vous permettront pas de maîtriser le programme jusqu'à la classe de 3e. Il y a aussi un travail personnel à faire et de toute façon, je vous dis, soyez décomplexés. On ne vous demande pas de tout savoir, ni en histoire, ni en géographie, ni en sciences, ni en art. On ne vous demande pas de tout connaître. Après, c'est un concours. Plus vous en connaissez, meilleures seront les notes. Et pour choisir pour cette épreuve d'application, je vous le redis, ne vous mettez pas en difficulté. Choisissez le domaine d'enseignement dans lequel vous avez déjà de nombreuses connaissances. Ça, c'est important. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions pour cette épreuve. J'espère surtout que vous la prenez avec davantage de recul que celle que vous preniez au début. Vous voyez, finalement, ce qui est attendu, ce n'est pas incontournable. Et avec une bonne préparation, quand vous regardez les notes obtenues, les moyennes des 3 épreuves à Nantes, en tous les cas, sont au-dessus de la moyenne. Donc, c'est quand même plutôt bien. Vous voyez, ça veut dire que bien préparé et
quand on est au clair sur ce qui est attendu de vous, et j'espère que vous l'êtes davantage ce soir à l'issue de ce live, eh bien, il n'y a pas de raison, finalement, de ne pas se confronter à l'épreuve, ça doit marcher. Voilà. Alors, j'attends un petit peu voir s'il y a des questions à me poser, parce qu'allez-y, si vous voulez poser des questions, vous pouvez toujours en poser. Mais je le redis, ce concours étant de plus professionnalisant, bien entendu qu'une formation est nécessaire. Il ne s'agit pas uniquement de passer le bac et d'avoir des connaissances. Là maintenant, il faut savoir comment vous allez pouvoir mettre à profit vos connaissances pour les faire partager et permettre à vos élèves d'en apprendre, d'acquérir à la fois vos connaissances et des compétences. Donc ça, c'est une partie qu'on n'invente pas, je veux dire. Mais écoutez, moi je vais vous dire au revoir. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rouge sur les copies? On n'est pas obligé d'avoir du rouge. Si vous avez une vidéo correction comme celle qu'on vous propose chez Objectif CRPE, vos erreurs sont effectivement commentées, donc vous les voyez. Les corrigés des sujets de 2022, évidemment, sont proposés par Objectif CRPE, bien entendu, et des corrigés détaillés. Oui, c'est déjà fait. Ils sont tous faits, les corrigés des sujets de 2022. Ils ont tous été faits au mois de juillet pour que vous les ayez à votre disposition. Oui, il y aura un replay. Non, un replay, vous allez pouvoir réécouter le live en replay si vous voulez. Mais écoutez, merci à vous en tous les cas d'avoir été là ce soir. Et j'espère qu'on aura beaucoup de lilas l'année prochaine, à la rentrée 2023 dans les classes. C'est vraiment ce qu'on souhaite le plus. Est-ce que les épreuves sont identiques? Oui, les épreuves sont identiques. Quand on fait une séquence, doit-on préparer une introduction écrite avant? Pas forcément. Ce que vous pouvez dire, effectivement, en quelques lignes, 2 ou 3 lignes, c'est dans quel sens, dans quel objectif, pourquoi vous faites cette séquence, ou comment elle s'intègre dans votre programmation. C'est toujours appréciable, vous voyez, de savoir pourquoi elle arrive là, voilà. Bon, bah écoutez, très bonne soirée à vous toutes. Ah bah oui, quand vous demandez vos copies au concours, effectivement, elles ne sont pas annotées. Comme vous le dit Brigitte, quand on est correcteur, on n'a absolument pas le droit d'écrire sur les copies. D'ailleurs, les copies ne sont absolument pas annotées, elles sont corrigées par voie dématérialisée. C'est extrêmement bien fait et on ne doit rien écrire sur la copie. Voilà, bah écoutez, bonsoir à vous tous. Très bonne soirée, très bon week-end. Pas de panique, vous avez largement le temps d'être prêt. Et surtout, je vous le dis, vous avez tellement de domaines d'enseignement. Un dernier mot, alors non pas pour vous rassurer, mais pour que vous soyez très au clair, dans la tête du jury du CRPE, il sait que vous n'êtes pas un spécialiste de la discipline. Il n'attend pas de vous une connaissance exhaustive de toutes les notions. Il attend de vous des qualités qui sont celles qu'on attend d'un futur professeur des écoles. Donc de la rigueur, du soin, une bonne maîtrise de la langue française et une impulsion déjà, une entrée dans la réflexion didactique et pédagogique. Voilà ce que le jury de concours attend de vous. Et voilà ce qu'il évalue. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Voilà. Bonne soirée à vous tous.